Quel grand plaisir de vous retrouver, messieurs et dames. Nous sommes lundi 9 mai 2022. L'actualité tourne autour de la candidature de M. Matata Ponyo, mais aussi le bloc patriotique qui chapeaute le bloc patriotique. Terminons avec cet autre sujet sur l'état des sièges. Plusieurs morts aujourd'hui et les gens se posent encore la question, faut-il supprimer l'état des sièges, le consolider? Que faut-il faire exactement? Je reçois sur ce plateau un journaliste de politique. Edmond Izouba, journaliste et aujourd'hui patron d'un si grand média. Il me fait l'honneur de répondre à toutes mes questions. Il vient fraîchement du Nord Kivu. Il a passé beaucoup de temps là-bas. Aujourd'hui, il peut nous parler de tout ce qui se passe à l'Est. On en parlera avec Edmond Izouba. Il y a aussi Donald Kabasele qui est communicateur de l'Union Sacrée et donc de l'UDPS. Il nous fait l'honneur de répondre à ces questions. Et on termine avec Yves Badjoko, monsieur Yves Badjoko qui est communicateur de la Mouka, branche SID. Voici comment ça va se passer aujourd'hui. Avec donc trois intellectuels, un journaliste, deux politiques, on décrypte l'actualité. Comment allez-vous, Edmond Izouba? Je vais bien, Christian. C'est un plaisir de te revoir. Merci beaucoup, surtout après je dirais pas un long séjour, mais c'est quand même un bon beau temps au sud Kivu d'abord et puis au nord Kivu. Comment ça se passe là-bas? Comment ça va là-bas? Bon, au sud Kivu, il se pose un problème de route d'abord. Parmi les problèmes que nous avons recensés, vous avez la commune d'Ibanda, où vous avez à peine ces routes couvertes d'asphalte. Là, les véhicules circulent normalement parce qu'Ibanda est considéré comme le centre-ville. C'est là où il y a le gouvernement, le gouvernement provincial, le siège. Et puis, il y a quand même une fréquentation assez active des activités. Vous avez la commune de Bagira, là n'en parlons pas, une seule route principale d'ailleurs. Et vous avez la commune de Kadoutou, là c'est le malheureux. Et vous avez aussi la ville qui n'est pas complètement urbanisée. Il semble que le gouverneur qui se sont succédés ont vendu des terrains en désordre. Les gens construisent comme si on plaçait des échafaudages. Donc il suffit qu'il n'y ait plus pour qu'il y ait des éboulements de terre. Et quand on parle aussi de maisons incendiées, parce que le courant là-bas, c'est soit par gaz, soit par le courant des cash power. Et souvent, quand il y a les effets, comme on dit, les incendies, il y a les effets d'entraînement. Donc, ça entraîne beaucoup de maisons parce que les maisons sont entassées. Donc, il y a un problème sérieux d'urbanisation. J'ai trouvé plutôt un plan proposé par un club d'urbanistes congolais pour relocaliser d'abord la ville et construire afin de casser tout ce qu'on a dans le centre-ville et reprendre... Ah, mais c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps, beaucoup de moyens. On ne trouve pas généralement. Alors, je reviens à vous, Edmond Izouba, merci. Et à Goma, si vous voulez, oui, parce que j'ai été aussi, okay, et j'ai visité beaucoup de sites à Goma, coup de chapeau, parce que là, vous avez les routes complètement construites, rien envié de Kinshasa. Vous avez des avenues placé de macadam et tout simplement c'est l'œuvre de pétroliers qui se sont organisés en lieu et place de donner une quotité au gouvernement provincial. Ce sont eux qui s'organisent pour construire eux-mêmes les routes par lesquelles passent leurs marchandises. Alors vous avez également de belles bâtisses et vous avez une population qui espère vraiment vivre dans une province développée, mais malheureusement la population semble être prise en étau parce qu'ils ont le volcan, mais en même temps, la situation d'insécurité qui persiste. Merci beaucoup. Alors, nous commençons avec M. Yves Badjoko. Le premier sujet, vous allez certainement le voir, depuis un certain temps, l'actualité politique est dominée par les candidatures. Tantôt, c'est M. Matata, de notre côté, c'est des candidats gouverneurs. Bon, je crois qu'on va trouver un moyen d'en parler tous les deux, mais commençons d'abord par M. Matata Ponyo. Alors, M. Badjoko, vous avez certainement entendu la nouvelle. M. Matata veut devenir président de la République et il dit qu'on lui reproche d'avoir construit l'un des plus beaux hôpitaux de notre pays et surtout l'une des plus belles universités de ce pays.
Ben, d'abord, il faut préciser que M. Matata est libre de prendre un engagement tel quel pour devenir compétir pour être candidat à président de la République. Maintenant, après, il faut qu'on se pose des questions sur la gestion de Matata, parce qu'il est resté en quoi 4 ans. Voilà, je crois 4 que jours pour jour. c'est l'un des premiers ministres qui a le plus de longévité Ouais. à cette fonction. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'est était le pays, où est-ce qu'il a emmené. Ça, c'est la question fondamentale. En dehors de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de scandales qu'on va dire, des casseroles qu'il traîne un peu par-ci, par-là. Il y a la grande question sur le projet Bukanga Lonzo. Bah, il nie le projet, il dit que c'est pas lui, on essaie de l'étouffer pour rien. On veut le mettre dans cette histoire alors qu'il n'est pas dedans. Bah, il était Premier ministre, c'était lui qui était en coordination ou alors en responsabilité de l'action du gouvernement. C'est dédouané de la sorte, je trouve que c'est un peu facile. Maintenant, après qu'ils disent qu'on va utiliser ça comme étant un élément pour l'empêcher de se positionner comme candidat président de la République, bah, on peut encore en discuter. Mais le vrai problème, c'est d'abord de savoir quelle a été la gestion, quelle a été son efficacité, qu'est-ce qu'il a apporté à la République pendant ces 4 ans de gouvernance. Bah, il faut être honnête. Pour être Est-ce qu'il honnête, fait peur? Ben, je pense qu'il fait peur parce que dans l'inconscient collectif, il y a quand même un regard qui se tourne vers lui. Lorsqu'on voit après lui les premiers ministres qui se sont succédés, on n'a pas eu de résultats probants. On a vu quand même avec Matata, je ne veux pas faire ici son défenseur, quelques avancées au niveau de la bancarisation. Ça, c'était l'un des éléments fondamentaux, la bancarisation des salaires des fonctionnaires. On comptait les temps pour savoir quand est-ce qu'on arrive à la police, on comptait les temps pour savoir quand est-ce qu'on arriverait à l'armée. Ce sont des éléments qu'on peut mettre à son actif. Et puis, il y avait un semblant d'organisation. On avait un semblant d'organisation, les routes étaient balayées et on pouvait voir tout ça. Mais après, le pendant, c'est que combien d'argent ont été passés à la trappe? Ah, c'est la question qui énerve tout le monde. Voilà, Ils vont dire, vous avez créé ceci, vous avez construit cela, mais à combien et combien a été affecté exactement dans ça? Lorsqu'on considère que notre pays est un pays à vocation agricole et que l'on voit le projet du parc Bukanga Lonzo, même pas d'abord dans les questions des détournements, mais on va dire un peu dans la marmaille qui s'est amassée autour de ça, et qu'aujourd'hui on n'est pas des résultats, c'est quand même quelque chose de grave. Alors qu'il a été annoncé en grande pompe, alors que c'était un pilier pour la relance économique de notre pays et qu'il y a eu un échec aussi patent, alors on est en droit de se poser des questions sur effectivement la question d'efficacité, mais aussi la question des probités des personnes qui nous gouvernent. Alors, Maître Kabasele, la question reste la même. Est-ce que Matata ne vous fait-il pas peur finalement? Ben, d'ailleurs, la preuve que Matata ne fait pas peur, c'est en toute liberté qu'il a eu à justement créer son parti politique. Un peu, on pouvait le lui empêcher, comme on a vu à d'autres époques, on ne permettait pas quand même aux gens qui gênaient de faire des activités en toute liberté. Monsieur Matata Ponyo a eu de démêler avec la justice. Moi, je pense... Que vous peinez à prouver. Hein? Moi, je pense que Matata se serait concentré à ce que la justice dise s'il est innocent ou pas. Aujourd'hui, il y a une sorte de flou sur cette affaire de Bukanga Lonzo. Tantôt, on parle de tout ce qu'il y a eu avec, comme on dit, les conflits belgo-congolais et tout ça. On en parle un peu. Et finalement, la justice ne décide pas. On ne dit pas si Matata a volé ou n'a pas volé. Alors, on se couvre derrière une sorte de ce qu'on appelle en droit des dilatoires, qui consiste à dire tel tribunal n'est pas compétent, c'est celui-là qui est compétent. Moi, je pense que la grande démarche devrait être celle-là. Que la justice connaisse de ces dossiers-là, oui, mais que M. Matata Ponyo présente ce moyen de preuve, mais il faut que la loi le finalement, dise, il y ait... vous êtes d'accord avec moi? Il faut que la loi le dise. Si la loi ne détermine pas les instances, comment voulez-vous que M. Matata s'est livré là où il y a une juste procédure? Je ne veux pas entrer dans ces bobos-là, dans ce conflit-là entre les cours constitutionnels, les cours de cassation et tout ça. Je pense que c'est un débat des droits, le champ est vaste, chacun peut avoir son appréhension. Mais qu'à cela ne tienne, Matata Ponyo se présente candidat président de la République. Il va gêner qui? Il gênera personne. Parce que pour nous, par exemple à l'UDPS, l'Union Sacrée, nous avons un candidat que nous devrions porter. Le candidat naturel s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que pour nous, c'est vrai, il faut bien vanter Matata Ponyo, comme mon frère l'a dit. Il aurait, je ne sais pas, balayé les routes, la bancarisation et tout ce qui va avec. Les routes, c'était avec l'Union européenne, ce n'était pas le gouvernement central. Mais qu'est-ce que les caisses de l'État ont eu? Parce qu'on peut faire ne fût-ce qu'une petite comparaison. Aujourd'hui,
on ne parle plus de la macroéconomie comme on en parlait avec Matata. C'était à 6 heures, il y a des réunions, à 12 heures, il y a des réunions, et ainsi de suite. Mais les institutions financières, les régies financières, n'ont jamais mobilisé 100% de leurs assignations. Ils étaient en train de peiner à mobiliser 50%, à la limite 70%. Ouais. Alors, cette rigueur, elle est où? Mais actuellement, vous avez une seule régie financière comme la DGI qui vous mobilise pour le seul mois d'avril 1,5 milliard. C'est 1,6 milliard. 600 000. Ouais. Voyez-vous, dites-moi un peu, est-ce que s'il faut parler en termes de performance, de rigueur dans la gestion, de tout ce qui va avec la macroéconomie, est-ce que si on met Matata Ponyo sur la balance, ça fera le poids? Je ne pense pas. Que dites-vous de ceux qui pensent que, à l'époque de Matata, macroéconomie, les gens ne mangeaient toujours pas assez. Oui. À l'époque de Félix Tshisekedi, assignation atteinte à plus de 100%, les gens ne mangent toujours pas. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Non, ça veut dire que le pays a un problème d'abord. C'est-à-dire que le trou est tellement béant, on a besoin de beaucoup plus de moyens que nous les mobilisons. Ça veut dire, à l'époque de Matata, par exemple, c'était une sorte de poudre aux yeux, où on trafique les chiffres, on vous raconte des histoires, mais finalement, vous avez les statu quo, vous nagez en 2 milliards et 3 milliards de budget. Mais au moins, on vous dit, nous avons connu une croissance à 7%, ou à autant de chiffres, nous avons. Finalement, vous pataugez, vous faites un cercle vicieux entre 3 milliards et 4 milliards de dollars. Mais à la différence peut-être aujourd'hui, on dit rigueur dans la gestion, on parle de stabilité du cadre macroéconomique, on voit qu'en recettes propres, nous savons mobiliser nous-mêmes 6 milliards de dollars. Un exploit jamais réalisé depuis que la RDC existe. Et pourtant, à l'époque de Matata, nos ressources internes nageaient entre 800 millions et 1,5 milliard. Alors, c'est quoi cette différence? Est-ce que Tshisekedi ou carrément le gouvernement actuel gère mal que Matata ne le faisait? Vous comprenez qu'il y a certainement une différence. Et si on était aujourd'hui aussi dans le trafic des chiffres, qu'est-ce que vous diriez? Non, mais écoutez, parce que ces chiffres, ce n'est pas nous qui les donnons, voyez-vous. Il y a eu des institutions comme le PNUD. Vous avez vu les derniers rapports qui ont été tracés pour les pays africains. Nous étions le premier en 2022, au moins pour le premier trimestre, à avoir fait, une avancée de 6,4% par rapport aux autres pays africains. Ce n'est pas nous, c'est le PNUD. Ce n'est pas nous, c'est les FMI, c'est des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale aussi avait... Voilà, la Banque mondiale. Donc ça veut dire que on peut tout dire, on peut discuter chiffres, on peut faire nos incantations. La situation est telle que aujourd'hui il y a plus d'avancées qu'il y en avait hier. Mais est-ce que ça arrive encore dans le panier de la ménagère? C'est aussi, il y a un fossé certainement entre ce que nous mobilisons et ce que la population doit vivre au quotidien. Et donc c'est sur ça, d'ailleurs j'invite notre gouvernement qui est déjà mobilisé à essayer certainement de travailler sur ça pour voir. Et vous avez vu dernièrement que un peu, je veux dire petit à petit, on a revu le salaire de plus de 30%, c'est quelque chose, même si ça ne représente rien au vu des activités quotidiennes que nos fonctionnaires croupissent. Et tout ça, c'est comme ça que ça va atteindre le panier de la ménagère. Et tout ça pour dire que Matata ne vous fait pas peur. Si. Vous ne craignez pas l'alliance. Mais déjà, quand vous prenez cette gestion de Matata, que j'illustre par 2 petits exemples, et celui de Félix Tshisekedi, vous comprenez nettement qu'il est inférieur par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on ne peut pas avoir peur de lui. Alors, maintenant, le regard d'un journaliste, parce que là, c'est 2 politiques qui ont parlé. Non, le regard d'un journaliste, est-ce que Matata doit-il être pris au sérieux quand il annonce sa candidature? D'abord, la candidature, c'est un acte politique, surtout quand il veut vraiment entrer de plein pied en politique. On comprend que Matata veut changer de casquette. Ce n'est plus quelqu'un qui invitait des gens dans une tribune de réflexion, qui enseignait le leadership. Il veut lui-même en pratiquer. Mais moi, je connais un professeur, le professeur Ilingo Mabinda. Il nous enseignait la science politique à l'INUKIN, au département du journalisme. Il dit, moi-même, j'enseigne la théorie des sciences politiques. Je vous enseigne. Mais un jour, quand j'ai tenté de pratiquer, la chance ne m'a pas plu. À 2 occasions, j'ai postulé comme candidat député national.
et je n'ai pas attiré l'attention de mes électeurs. Malgré toute la théorie. Malgré toute la théorie. En tout cas, quand il enseigne, vous avez vraiment l'impression de vivre ce qu'il en est. Voilà, justement. Donc, il faut toujours faire cette démarcation et c'est très important. Il enseigne le leadership, mais est-ce que lui-même incarne les valeurs du leadership? Voilà, c'est ça, justement. J'ai approché un ancien Premier ministre, Adolphe Mozitou. Lui, il pleure tous les jours. Il dit, si les pays avaient continué dans les efforts que lui, il avait laissés, aujourd'hui, la RDC aurait un budget, ce qu'il qualifie le seuil de souveraineté. Ça veut dire, au moins, quand on atteint ne serait-ce que 15 milliards de dollars, on peut dire, on devient maintenant sérieusement un pays pauvre. Parce que là, on est vraiment au 4e, je dirais même au 15e niveau du sous-sol. Du sous-sol. Donc, on était vraiment trop loin. Alors, les efforts qu'il a fait, ça fait en sorte que tout ce que l'État a bénéficié, ça allait du côté des enseignants, des professeurs d'université et des fonctionnaires de l'État. Alors, quand Matata arrive, il enlève tout ce qu'il y avait comme politique de la transparence. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'avec Mozitou, le pays a atteint le point d'achèvement. Ça veut dire le pays a payé ce qu'on appelle la dette intérieure et puis s'est montré de plus en plus transparent vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Et en contrepartie, les institutions de Bretton Woods ont alléché, je dirais, la misère, la souffrance et beaucoup de milliards que l'État devait auprès des clubs de Paris et des institutions et ils ont pris ça en charge pour payer. Mais quand Matata est arrivé, il a enlevé tout ça. Et c'est pendant la période de Matata, ça je présume, que Kabila a mis ses deux mains dans la Banque centrale du Congo. Il y a eu doublement de comptes du Trésor. Le compte a été doublé à 2. Et vous avez vous-même remarqué que c'est pendant cette période que Kabila a beaucoup construit et a eu beaucoup plus ses propres biens. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de la transparence. Et lui, d'après la théorie de Matata, ces institutions-là ne pouvaient pas aider le pays à avancer. Au contraire, vers la fin du pays, on s'est rendu compte, avec sa politique de Troïka et ainsi de suite, qui n'aidait pas en principe le pays, parce que Matata, son seul souci était de contrôler la Banque centrale du Congo et de savoir comment lui-même peut manager. Et vous avez vu un homme sérieux comme celui qui était avant comme gouverneur de la banque, il a démissionné. Il dit, bon, je lâche. Et puis, on a nommé Deo qui est venu pour faciliter les affaires. Et donc, vous dites que Matata, finalement, sans vous entendre, Matata aurait créé un empire. C'est vraiment la facilitation de c'est lui l'empire. qui a servi de béquille à Kabila pour aujourd'hui. Bah, j'étais pas, pour moi, impressionné de le voir saluer Kabila, comme Kabila l'a fait aussi lors de son dernier prestation au niveau de l'Assemblée nationale, de son discours sur l'état de la nation. Il a magnifié Matata. Bien sûr, et il a dit que c'était l'un des premiers, des bons premiers ministres d'ailleurs. Voilà. Donc imaginez, donc, le pays était resté dans le gouffre. Aujourd'hui, il y a quand même un peu de souffle, on peut faire cette comparaison. Mais en l'homme Matata, moi je ne vois pas vraiment une carrure politique se dessiner autour de lui. Parce que, imaginez d'abord, on part d'abord par la création de son parti politique. Ça fait combien de jours que le parti a été créé? Le parti a combien de fédérations? Où se trouve le siège de cette formation politique? Ou à Kinshasa ou ailleurs? Même ailleurs, dites-le moi. Je ne sais pas. Alors, il faut poser la question à Zango. Quand un parti politique n'a pas ce qu'on appelle les organes de base, mes amis politiques comprennent, on ne peut pas prétendre dire non, mais il y a eu la tenue d'un congrès. Quel congrès? Mais justement, c'est ça. Le congrès le congrès est convoqué par qui? Il doit y avoir les organes de base qui convoquent le congrès. Ce n'est pas Matata, comme lui-même était déjà président d'une formation politique, convoquer le congrès. Non. Mais on l'appelle l'autorité de référence maintenant. Non, non, ça n'existait pas tout ça. Un parti se crée, un parti se forme. Je salue Fayoulou avec son SID qui commence maintenant les implantations à l'intérieur du pays. Je salue Nouvel Élan. Ben, lui aussi, il avait un congrès déjà bien avant. Non, mais il avait déjà un congrès aussi avant l'implantation. Vous m'avez posé la question sur le sérieux de sa candidature. Je suis en train de vous dire sur des principes qui sont fondateurs d'une formation politique. Comment on peut former d'abord un parti? Avant d'ailleurs d'arriver au plébiscite, comment ça se fabrique? D'après les informations que j'ai,
les partis est lancé 4 jours et après, c'est lui qu'on plébiscite comme candidat président de la République. Ce n'est pas sérieux ça. Très bien. Donc on devrait quand même constituer le parti. Et après, le parti, les organes, nous connaissons quand même qui a été placé à tel endroit, Alors, pour terminer ce débat, est-ce que vous avez un mot à dire, M. Badjoko, M. Kabasele? Si vous avez un mot à dire au sujet de Matata, on en parle, et puis pouf, on passe à autre chose. Et puis on passe à un autre sujet, qui est celui de l'état des sièges. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses de la part de M. Kabasele. Bon, j'ai failli tomber de ma chaise, mais je reste assez droit. Oui, parce que les chaises sont solides. rassurez-vous. Voilà. Mais lorsqu'on nous parle de la question des mobilisations de recettes, que la DGI a 1,6 milliard, que les réserves d'échange sont à autant de milliards, mais tout ça devrait se traduire dans le vécu quotidien de la population. Et tout ça devrait se cristalliser dans le pouvoir d'achat de la population congolaise. Qu'est-ce qu'on observe? On observe tout l'inverse. Pendant qu'on nous dit que les régies financières sont à 100, 200, 300% des dépassements de leurs objectifs, mais la vie, la misère s'installe plus encore. Je veux rappeler à M. Donald Kabasele qu'en RDC aujourd'hui, sous le régime de M. Félix Tshisekedi, il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 30 millions de Congolais, essentiellement concentrés dans la région de Kasaï. Alors la question est, où vont tous ces fonds? À quoi sont destinés tous ces fonds? Mais on peut avoir un début de réponse lorsqu'on se réfère au projet 100 jours, lorsqu'on se réfère au projet Chile-Gelou et j'en passe, où il n'y a eu que détournement. Je ne parle même pas de zéro trop parce que c'est un calvaire que nous vivons tous les jours, où il n'y a eu que détournement sur détournement. Mais vous avez soulevé un bel aspect, c'est le maquillage de chiffres. Moi, je ne vois aucune autre explication à toutes ces prouesses que le maquillage de chiffres. Et je veux encore souligner un aspect. M. Donald Kabasele a dit que nous avons mobilisé 6 milliards. Non, nous n'avons pas mobilisé 6 milliards. Le budget est prévisionnel. Nous avons prévu de mobiliser en interne 6 milliards. Mais les faits ne sont pas encore là. Nous attendons la reddition des comptes qui nous en dira plus. Mais il y a un élément, un politique qui néglige un candidat qui a été pendant 4 années Premier ministre dans un pays. C'est quand même facile et c'est quand même limite. Moi, je pense que la candidature de Matata Ponyo, elle est tout autant importante. À mon sens, elle est même plus importante que celle de M. Félix Tshisekedi. Tout à l'heure, vous avez... Pourquoi elle est plus importante? Je crois qu'il y a un lapsus qu'il a fait en opposant Matata à Félix Tshisekedi. Peut-être que c'est le lapsus révélateur. Il devrait opposer Félix Tshisekedi à M. Kabila, mais c'est plutôt à Matata. Lorsqu'on observe la gestion sur Matata, elle est 10 fois, 100 fois mieux que la gestion que nous observons ici avec M. Félix Tshisekedi. Ah donc Matata a mieux géré le pays que Félix Tshisekedi. Mais certainement. Mais pourquoi vous le comparez à Tshisekedi, le comparez à Samuel Lukonde, la remarque que venez de faire votre co-débatteur? Mais je veux abonder dans son sens. Je veux aller dans son sens parce qu'il a fait un lapsus révélateur. Et si nous comparons les niveaux de gestion, on va se rendre compte qu'effectivement, sous Matata Ponyo, le pays était, on va dire à la limite, un peu mieux géré que ce que vous nous présentez aujourd'hui. Donc pour revenir, la question essentielle, la question fondamentale, c'est sur le pouvoir d'achat. Tout ce que nous faisons, c'est pour consolider, c'est pour maintenir, c'est pour développer le pouvoir d'achat de la population. Mais sur ce plan, on ne voit rien. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il y a eu 30% d'augmentation sur les salaires de certains fonctionnaires. Bon, déjà que certains fonctionnaires disent que c'est autour de 17% en termes effectifs de ce qu'ils perçoivent. Mais la question est, quels ont été les niveaux de l'inflation? Est-ce que cette augmentation de salaire couvre le niveau de l'inflation? Si hier, avec un salaire de 100 000 francs, j'étais capable d'acheter 10 pains, et qu'aujourd'hui, avec un salaire de 150 000 francs, je ne suis capable que d'acheter 6 pains, quel est l'intérêt de pouvoir accorder cette augmentation à une partie de fonctionnaires? Encore une autre question récurrente. Vous avez suivi l'élection des gouverneurs. Il y avait des provinces qui menaçaient de ne pas aller aux élections. Comment peut-on faire des prouesses 1,6 milliard, jamais atteint dans l'histoire du Congo, et qu'il y ait des députés dans les assemblées provinciales qui sont impayés? Je vous rappelle que la semaine dernière, c'est au niveau de l'enseignement primaire que nos enseignants sont allés en grève. Mais qu'est-ce qui se passe? Où va tout cet argent si effectivement il y a de l'argent? La grande question, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de fil conducteur que le gouvernement aurait reçu de M. Félix Tshisekedi pour suivre. À titre d'exemple, je vous parlerai de projet des 145 territoires. Ça n'a jamais été défendu par le Premier ministre Sama Lukonde. Jamais. C'est un projet qui sort de la poche de Félix Tshisekedi, qu'il impose au gouvernement et qui doit se battre. Et ce qui est encore plus désolant, nous avons suivi tous l'arrivée ici avec fanfare de M. Jean-Claude Van Damme,
qui a eu pour mission de rechercher des fonds pour le projet des 145 territoires. On marche sur les mains dans ce pays si vraiment la gestion devrait se faire de la sorte. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole, Maître Kabasele. Et puis après, on va prendre le dossier de l'état des sièges. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent à la maison, le débat est ouvert. Nous parlons de la candidature de M. Matata. Mais puis, il y a eu un peu un relancement sur la question du social qui Maître Kabasele avait commencé. Et donc, je vous invite à vous abonner sur notre page YouTube. Abonnez-vous très massivement à Congo Buzz Télévision, à Elite Télévision. Ce sont nos chaînes. Abonnez-vous, ça sera un grand honneur pour nous. Vous avez la parole. Je constate justement une amnésie collective. Pourquoi je parle d'une amnésie collective? Vous vous rappelez que dans ce pays, quand on parle de Mobutu, on dit qu'il avait mieux fait. On vient avec Mosé, on commence à dire il faut que Kabila... On appelle ça l'utopie du temps, voilà, le passé meilleur. Voilà, par exemple. Alors, c'est effectivement ça qui arrive, qui pousse même mon frère, que je vois intelligent, à penser qu'à l'époque de Matata Pogno, tout allait mieux, tout était rose. Ben, il n'a pas dit ça. Non, ben, écoutez, bien. c'est Il dit plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Ouais, allons-y avec ces termes. Qu'est-ce qui était plus ou moins bien? On se plaignait de la même façon. On a oublié peut-être. On se plaignait de la même façon. On avait besoin de faire mieux dans l'eau, l'électricité, le route, les écoles, le champ, l'agriculture, le mine. On avait le même discours, mon frère. Le même. Maintenant là, parce qu'il s'agit de Félix, avec son gouvernement, comme on est toujours dans cette amnésie collective, on commence à se dire, il faudrait Matata qui dit ce qu'il dit. Mais vous parlons chiffres. Vous avez été parlons élu. chiffres. Non, je vous accompagne. Vous avez été élu pour faire mieux. Alors si votre présence ne fait pas oublier l'absent, le passé des autres, alors à quoi sert votre présence? Non, mais actuellement, moi je pense qu'il y a une sorte de mauvaise foi. Ah d'accord. Je vais vous expliquer. Je parle des chiffres, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Kabila avait aussi la latitude de se faire des chiffres de plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc s'il faut aller dans la logique que c'est des fabrications que nous faisons, ça veut dire que Kabila aussi avait la liberté de faire ces fabrications. Mais jamais il l'a fait parce que c'était sincère, tout le monde savait qu'on pataugeait en 3 milliards de dollars. Il savait qu'en recette interne, on était à 800 millions. Ça, c'est la vérité. Les mobilisations sont certaines. La question que vous posez, elle est fondamentale. Nous mobilisons aujourd'hui, je ne dis pas que de prévisions budgétaires. Non, il faut suivre les rapports du PNUD, du FMI et de la Banque mondiale. Ça veut dire qu'après une année, on a essayé de trouver un peu une moyenne équilibrée. On a trouvé qu'en recettes propres, nous avons la capacité où nous mobilisons déjà 6 milliards de dollars. Ça, ce n'est pas le budget. Je ne parle pas du budget. Le budget, il est estimé à 10 milliards, je crois 400 millions de dollars. C'est le budget tel qu'il est présenté, certainement, et qu'il y aura un débat. C'est des prévisions et tout ça. Mais déjà, nous sommes sûrs nous-mêmes. Parce que déjà, si la DGI elle-même s'est mobilisée 1,600 millions, vous voyez, de dollars, comment vous n'acceptez pas que si toutes les régies financières se mettent en œuvre, on peut aller au-delà de ça. Ça, c'est possible. Ça, ce n'est pas de la magie, c'est la vérité. Mais la question fondamentale que vous posez, c'est cette gangrène que nous avons trouvée, la corruption, les détournements. Certainement, il y a deux gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent aider la République. Ils s'évertuent à détourner, ça c'est une réalité, à piller le pays, ça c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être ça la question que vous devriez nous poser. Le président a activé ce que nous avons appelé, comme on dit, l'état des droits. C'est pour que ces gens soient sanctionnés. Vous allez vous rendre compte que pendant toute la gestion de Joseph Kabila, 18 ans durant, c'est comme s'il n'y avait pas de corrompus dans ce pays, comme s'il n'y avait pas de corrupteurs, comme s'il n'y avait pas de détourneurs. Pourquoi? Parce que c'était le maître mot, c'était le cheval de bataille. C'est la corruption généralisée. Tout le monde pouvait corrompre, voler, détourner et faire. Et il n'y avait même pas une interpellation. C'est pourquoi vous n'avez pas vu, vous n'avez pas assisté à des procès, même quand on parlait de Panama Papers, même quand on parlait de 15 milliards qui entraient dans les poches des gens et tout ça. Mais non, ça donne l'impression aujourd'hui. Quand on traque les détourneurs, quand on parle de détournement, quand on parle corruption, ça donne l'impression que c'est actuellement que cette corruption a pris de l'ampleur. Pas du tout. Maintenant, on est en train de la combattre, c'est pourquoi on en parle. Et donc, il faut reconnaître que c'est quand même un effort.
chercher, ne fût-ce qu'à traquer. Vous voyez, le résultat, c'est que nous avons ces recettes-là mobilisées. Et aussi une question fondamentale. Qu'est-ce que nous mangeons? Aujourd'hui, ne nous leurrons pas. Sur le plan prix de produits de première nécessité ou des denrées alimentaires, il n'y a pas que nous, mon frère. N'oubliez pas que la Covid-19 a secoué le monde entier. N'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, nous avons la guerre de l'Ukraine et de la Russie qui pose des problèmes à toute l'humanité. Et donc, il n'y a rien qui a été fait pour que notre économie ici soit intravertie, soit avec nous. Donc, qu'on ait un outil de production. Rien, je dis, rien n'a été fait dans ce sens pendant tous les gouvernements qui nous ont précédés. Alors, nous sommes devant un problème. C'est que quand il y a un choc extérieur, nous sommes directement secoués de l'intérieur. Parce que nous ne produisons rien. Alors, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous mangeons, vous ne produisez pas. Nous nous habillons. Tout ce que nous faisons ici, on l'achète de l'extérieur. Et quand ça bombarde il là-bas, suffit qu'il y ait eu, ne fût-ce qu'un choc à l'extérieur, nous sommes affectés, mon frère. D'ailleurs, aujourd'hui, il fallait peut-être féliciter le gouvernement de la République. Parce que quand vous allez à Paris, vous négociez un litre de carburant à 3-4 $. Mais nous, on a maintenu le prix du carburant à la pompe. C'est quelque chose. Donc, nous prenons quand même... Francs, hein. Il y a une majoration de 100 C'est pas un francs, problème. Hein. Quand vous prenez, par exemple, aux États-Unis, récemment, on vendait le gallon chez 3 litres. Hein. Le gallon, là-bas, ils vendent ces gallons, c'est 3 litres. Ils vendent ça aujourd'hui à 6 $. Et pourtant, c'est un truc qui se négociait à 2,5 $, ou 3 $. Donc, cette situation, la montée de prix de produits sur le marché, c'est une situation mondiale et générale. Mais nous, en tant que gouvernement, qu'est-ce que nous faisons? C'est prendre des mesures qui puissent permettre à ce qu'il y ait cette résilience économique. Et donc, nous sommes beaucoup plus à féliciter que Matata ou Kabila ou les autres gouvernements. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Vous n'allez pas quand même épiner. Hein, Mais en tout cas, en une minute, parce qu'on prend notre Oui, ben justement, je suis en train de comprendre le débat qui se déroule ici. Mais il y a quand même des évidences auxquelles on ne peut pas nier, notamment l'argent qui est là, la performance en termes de chiffres et tout ça. Mais une autre évidence, c'est que le pays est en train d'être conduit par, je dirais, un président qui joue à l'essai-erreur. Il commence un truc, des fois il oublie, des fois il passe à autre chose sans terminer ce qu'il avait commencé. L'ami a bien fait de rappeler qu'il y avait beaucoup de projets qui ont été lancés. Effectivement, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui restent en souffrance. Je peux parler du projet Tshilé-Gelou. Il a raison, il a complètement raison parce que la première phase est pratiquement terminée. La deuxième phase jusque-là, ça ne démarre pas. Pourtant, c'était prévu le démarrage au mois de février. Mais M. Badjoka parle des 30 millions de personnes qui vivent, qui sont sous-alimentées. Non, il a exagéré les chiffres. Sous-alimentées. Insécurité est pire que sous-alimentée. Ah, d'accord. Insécurité. Non, il a exagéré les chiffres. Je pense que les chiffres, c'est pas... Non, je crois pas ça la réalité. La réalité est qu'il y a une concentration de la population, je crois, vers... là, j'ai visité aussi. Parce que dans la province de Kasaï, il y a vraiment de la sécheresse. Il y a des produits qui n'arrivent plus parce que beaucoup des usines... Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne travaillent plus parce que la plupart des usines de transformation de matières premières enfermées, notamment les sociétés brassicoles, à Mbujimaï et à Kananga. Et vous avez un problème des trains avant qui n'arrivaient pas, les trains qui devaient venir d'Ilebo pour venir nourrir les deux provinces. Mais on m'a dit que des routes ont été construites maintenant. Il y a une grande route qui a été construite là-bas. Quelle grande route? C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne suis jamais allé au Kasaï en tout cas. Écoutez, le projet Tshilé-Gelou, par exemple, si vous voulez bien que j'en parle parce que je maîtrise bien le projet. Le projet Tshilé-Gelou était beaucoup plus concentré sur de voiries. Voilà pourquoi est-ce que le Grexet, l'entreprise chinoise, travaille avec l'OVD. L'OVD s'occupe de voiries. Les routes nationales, c'est des routes de dessertes agricoles, mais aller là-bas pour trouver un terrain en terre battue où les routes s'abîment tous les jours. Donc vous voulez nous dire pas des routes de prospérité qu'on a on a une très grande route à partir. Il n'y en a pas. Dans le Mbujimaï, c'est faux. Il n'y en a pas, c'est faux, c'est complètement faux. J'ai laissé plutôt que le souci du chef de l'État était d'asphalter la route Kananga-Kalabambouji. C'est la route qui relie la province à l'Angola. Et cette route-là, elle est longue de 220 km. Alors, si vous allez là-bas aujourd'hui, vous allez trouver vous-même l'état de la route. C'est chaque jour qu'on y travaille, mais comme c'est une route en terre battue, ça s'abîme. Vous avez la route Kananga-Kamwesha, la route qui devait quitter Kananga jusqu'à Chikapa. C'est
par Arab Contractor, qui à peine vient d'installer sa base là où on va placer le matériel. Et les recrutements ont commencé. Vous avez vu le scandale avec la population qu'on présente, entre guillemets, comme les gens du Bandundu. Oui. Donc ça veut dire quoi? On a commencé d'abord par le projet 100 jours. Le projet là n'est jamais terminé. Le chef de l'État est passé à autre chose. Moi, je suis sûr et certain que si on allait mollo, ne serait-ce que le projet des 100 jours allait représenter le bilan du président de la République. Mais on s'est tellement pataugé, le président s'est embrouillé lui-même et jusqu'à ce que ce projet-là, on n'en parle plus. Maintenant, on est dans le gelou. Mais il y a un problème. C'est pas le président qui construit des routes. Mais écoutez, le président donne une vision. Mais les initiatives, et c'est à ceux qui doivent le faire. Le président de la République voulait montrer à son gouvernement qu'il est l'homme qui prend des initiatives. Ça veut dire, les initiatives proviennent par exemple de la présidence de la République et la présidence de la République les soumet au gouvernement, le gouvernement exécute. C'est comme ça. Et tous les projets, c'est pareil. Que ce soit 100 jours, que ce soit Tchilé-Gilou, que ce soit le projet sur les éliminations des inégalités sociales, que ce soit le projet... Non, le projet Zéro Tout, c'est 100% du gouvernement. Mais vous avez entendu la réponse du Premier ministre. Il y a un problème de manque de coordination. Il y a un problème de financement. Pourquoi on ne finance pas? En tout cas, oui, mais pourquoi? Ça, c'est du bluff et du leurre. Mais je vous dis, projet Zéro Trou, parlons-en. Oui. La première phase, elle est finie depuis janvier. Mais pourquoi est-ce qu'on ne commence pas la deuxième phase? C'est quoi la première phase? On a fait quoi? Attends, on nous dit... On a zippé quel trou? Merci beaucoup, parce que l'État devait couvrir, au fait, d'asphalte 86 km de route. Oui. Et malheureusement, on n'a peut-être pas fait la moitié de les routes, mais on est seulement à la première phase et la première phase était déjà censée terminer. Mais c'est où cette première phase? Allez-y, si tu veux que je te parle de ma commune. Moi, je te parle par exemple de ma commune de Kintambo. Okay. Ça, moi, j'en ai vécu. Il y a vers le pont qui sépare Kintambo Angaliema, le petit pont qui ramène vers GB. Vous avez la route Bassoko qui te ramène vers la sortie vers le boulevard. Si vous voulez bien, vous allez encore à Kintambo, devant l'hôpital de Kintambo, il y avait des trous. Vous allez vers l'avenue de Loya, là encore, on a zippa, comme on dit. On a zippé le trou. Bambambi, trou et tout ça. Quand vous passez quand même, aujourd'hui, c'est allégé. Très bien. Donc, si vous voulez l'expérience de Kintambo, moi, je l'ai défini comme ça, mais je présume qu'il y a un problème et il y a un manque de coordination. On termine pas de projet, on ne finit pas, on est en train de patauger. On commence quelque chose, on donne des arguments aux opposants pour venir vous contredire sur le plateau. Je vais faire le bon élève pour respecter les timings des émissions. Là, on a dépassé 7 minutes. Le premier sujet, nous prenons le deuxième sujet, mais vous avez la latitude de répondre. Sur le premier sujet, il n'y a pas de souci. L'état des sièges, en parlons. Parlons-en, état des sièges en difficulté. C'est une réflexion de la rédaction. L'avenir de l'état de siège instauré en République démocratique du Congo depuis une année dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri reste au cœur de l'actualité. Que retenir de la récente mission d'évaluation du Premier ministre Sama Lukonde dans ces deux provinces, si ce n'est que des recommandations relatives aux progrès réalisés, les difficultés rencontrées et la nécessité d'envisager la sortie programmée de ce régime spécial. À la suite du rapport destiné au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo a annoncé qu'une table ronde sur l'avenir de l'état de siège sera organisée avant la fin de la session parlementaire en cours. Une initiative je pense, saluée par les différentes forces vives du Nord Kivu, et Ituri et autres institutionnels qui, dans un passé récent, exigeaient la fin de l'état de siège à cause de multiples tueries et autres dégâts dans la région, œuvre de groupes armés. La grande question, M. Badjoko, on se pose, l'état des sièges. Un échec, un déclin, un déclic, comment vous le voyez, vous? Déjà hier, plus de 10 personnes ont littéralement trouvé la mort de ces groupes armés Codeco. Voilà, avant d'arriver à votre question, je vais revenir sur quelques éléments que mon ami Donald a évoqués. Il dit que nous sommes dans une amnésie collective. Et c'est très grave si nous continuons à demeurer dans cette amnésie collective alors que l'UDPS est au pouvoir. C'est ça la question fondamentale, c'est ça le problème fondamental. Aujourd'hui, on reproche par exemple au PPRD de s'exprimer sur des sujets de société et des sujets d'actualité politique. Mais qui permet au PPRD de pouvoir s'exprimer? C'est du fait de la mauvaise gestion, c'est du fait de
l'absence des résultats qu'aujourd'hui le PPRD peut s'arguer en voulant dire, voilà, nous on a fait mieux sur tel ou tel autre sujet. Et puis ici encore une autre chose. Monsieur Donald parle de la mauvaise foi. Mais non, il n'est pas question des sentiments ici. Il est question de gestion d'un État. Et dans la gestion d'un État, il n'y a pas question des sentiments. J'ai parlé de la question du pouvoir d'achat. Vous n'avez pas abordé cette question parce que c'est la question fondamentale qui préoccupe les Congolais. Qu'est-ce que je suis capable d'acheter avec les salaires que l'on me donne? J'avais suivi, je dis toujours que j'ai perdu 2 heures de ma vie à suivre M. Samalou Kondé lors de son dernier plateau, où il disait que le salaire le plus bas était de 280 000 francs. Franchement, 280 000 francs. J'aimerais bien voir M. Samalou Kondé vivre avec 280 000 francs. Je pense que les choses sont claires. Comme a dit Edmond, il y a des évidences. Et les évidences aujourd'hui ne plaident pas en votre faveur. C'est clair et net. Maintenant, pour revenir à la question de l'état de siège. Mais là encore, il y a d'autres évidences. Nous avons un député, Kassekwa, qui fait un travail de monitoring intéressant au niveau de la région du Kivu. Il dénote 7 morts par jour depuis l'instauration de l'état de siège. Je rappelle que l'état de siège est une mesure d'exception. Et une mesure d'exception ne peut pas être pérennisée pendant une année. C'est aberrant. Et il faut revenir encore avant la question de l'état de siège. Avant, vous nous avez parlé de 35 000 militaires déployés dans la région de l'Ituri et Constant. Mais hier, il n'y en a pas eu 10, il y en a eu 50. 50 morts à Djougou. C'est inadmissible. Jusqu'à quand nous allons continuer à faire ce décombre macabre? C'est inadmissible. Il faut réagir. Et nous le disons, nous, de la Mouka, depuis plusieurs années, que cet état de siège a été mal pensé, comme l'ensemble des projets pilotés par l'IDPS. Il a été mal pensé et encore plus mal mis en œuvre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à une année de l'instauration de l'état de siège, les mesures d'application n'ont jamais été votées à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors comment est-ce que cet état de siège est mis en œuvre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes de la région sous état de siège, vous vous chamaillez avec votre femme, vous la giflez, c'est la justice militaire qui doit normalement trancher votre affaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il n'y a pas eu de passerelle de communication entre la gestion militaire et le reste de l'administration qui était dévolue aux civils. Mais encore une fois, après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mutualisé les forces avec l'Ouganda. Quels étaient les résultats? On n'en observe aucun. Vous n'êtes pas resté là. Vous êtes passé à une mutualisation des renseignements avec le Rwanda. Pour quels résultats? Encore rien. Ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas pactiser, nous ne pouvons pas rechercher les solutions à nos problèmes avec ceux qui les causent, pour leur propre intérêt. Kagame aujourd'hui est devenu votre frère. Mais je vous rappelle que dernièrement, vous fustigez rien que l'appartenance de M. Joseph Kabila au Rwanda. Vous disiez qu'il fallait qu'il rentre dans son pays, mais aujourd'hui, c'est l'amour, c'est une lune de miel entre vous et le Rwanda. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences. Les populations de l'Est vivent les conséquences. Les affres de la guerre ne finissent pas. Nous avons dit, moi j'aime toujours me rappeler à la mémoire du général Baouma, j'aime toujours me rappeler à la mémoire de Mamadou Ndala. Ils n'ont pas eu besoin de l'état de siège pour bouter les M23 dehors. Ils n'ont pas eu besoin de l'état de siège pour avoir des avancées significatives. Aujourd'hui, vous êtes en discussion avec des groupes terroristes. Vous avez dit non pas des groupes rebelles, mais des groupes terroristes. Et dans ces groupes terroristes, il y a des groupes qui sont essentiellement étrangers. Les FDLR, ils ne sont pas congolais, ce sont des terroristes du Rwanda. Les ADF, ils ne sont pas congolais, ce sont des terroristes de l'Ouganda. Vous allez encore dans une autre erreur, il faut ouvrir encore une autre brèche pour intégrer, faire la prime à la guerre. C'est-à-dire qu'après vos pourparlers, après vos discussions, vous allez aboutir à l'intégration de ces militaires, de ces terroristes, je dis bien, pas rebelles, mais de ces terroristes dans l'armée régulière. Ben, ça a été exclu, hein. Ça, il faut le dire, déjà, ça a été exclu par le chef de l'État. Même si on fait la paix, vous ne réintégrez pas l'armée, ni votre groupe armé ne devient pas parti politique, vous rentrez dans la vie sociale. Peut-être ça, il y a juste une incise. Mais ça, c'est ce que l'on dit. Ce que l'on dit et ce que l'on fait, c'est différent. Félix Tshisekedi a promis de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Que nenni. Félix Tshisekedi a promis de s'installer à Béni. Que nenni. Félix Tshisekedi a promis tant de choses à la population qu'on commence à se poser des questions sur la réalité ou la réelle prise en compte de la parole qu'il nous donne ou de toutes les promesses qu'il fait aux différentes populations. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'état de siège ne marche pas. Et le courage, c'est ça aussi être responsable. Avoir le courage de dire, nous avons fait une erreur, nous rectifions le tir et nous allons sur d'autres options. Voilà, alors, être responsable. Je voudrais, avant de donner la parole à M. Kabasele, dites-nous, vous fustigez, c'est vrai, l'état de siège, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous alliez faire? Le coordonnateur de la Mouka, Adolphe Mouzitou, l'a dit il y a très longtemps. Il faut faire la guerre au Rwanda. Mais la guerre, pas forcément des armes.
si la guerre des armes est l'aboutissement ultime, mais on a plusieurs leviers qu'il faut utiliser. Tout à l'heure, Edmond parlait de la vie, de l'activité qui existait à Goma et partout et vers la région de l'Est. Effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les populations au niveau de Goma et celle du Rwanda et de Gisenyi spécifiquement. Parce qu'il y a cette dynamisme dans des échanges. Alors, commençons par travailler par là. Vous savez qu'on parlait ici beaucoup des saucisses et des fromages de Goma. Vous savez que l'essentiel de ces fromages et de ces saucisses sont fabriqués au Rwanda. Bien sûr. Voilà. Donc il y a énormément. Pas tout, pas Je confirme l'essentiel. Vous aurez la parole. Il y a des grandes usines vous aurez la parole, je protège. qui relourent et qui produisent, qui nourrissent même le Rwanda. Je protège. Je dirais le contraire. Mais je confirme, j'ai eu la chance, vous avez souligné un aspect tout à l'heure, que les infrastructures étaient bien à Goma, mais ça c'était une intervention essentielle de l'Union européenne. J'ai eu la chance de participer sur ce projet. Je ferme la parenthèse. Mais voilà, la solution c'est de faire la guerre au Rwanda, mais pas forcément la guerre militaire. Mais s'il faut qu'on aboutisse, il faille qu'on aboutisse là, mais je pense que avec des éléments, comme j'ai dit au souvenir de Mamadou Ndala, de Général Baouma, nous avons des éléments, une armée qui peut être utilisée à des fins efficaces, mais il faut savoir l'utiliser. Mais est-ce que Badjoko, vous ne voyez pas, parce qu'à l'époque, il y avait aussi Mamadou Ndala, ils ont bouté le M23, mais il y avait les Codeco, ils ont bouté ceci, mais il y avait toujours cela. Ça fait 25 ans qu'on a le même problème, ça fait 25 ans qu'on a eu des semblants de succès, mais ça n'a jamais été la fin totale, alors que Ifi Tshisekedi dit, nous devons mettre terme à cette guerre, terme à ces situations-là. Je vais vous donner un autre aspect de la chose. L'état de siège n'a jamais reçu l'adhésion collective des populations de l'Est. C'est la base de tout. Lorsqu'on fait une guerre, lorsqu'on mène des actions militaires, il faut impérativement l'adhésion populaire. Tant qu'il n'y a pas d'adhésion populaire, votre guerre est perdue, et votre guerre est perdue d'avance. Surtout qu'ils nous ont dit que c'était une guerre asymétrique. D'abord, je ne sais pas pourquoi ils ont allé chercher l'Ouganda, parce que c'est une guerre asymétrique où le renseignement prime sur les armes et les batailles. Et ces renseignements, la population est très importante pour fournir des éléments qui vous permettraient de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Alors, monsieur Kabasele, Donald, vous avez entendu votre co-débatteur, alors allez-y. Et puis, Edmond Ijouba reviendra avec son œil de journaliste pour voir comment les choses se passent. Allez-y, cher Kabasele. Merci. Même temps de parole de vous. Merci beaucoup. Bon, moi je veux qu'on fasse le débat comme un débat objectif. Moi je suis très content parce que d'abord, voilà. Vous êtes tous polis. Voilà, ça permet un débat objectif. C'est très bien en tout cas. On va poursuivre dans la même... Vous posez une meilleure question. Vous dites, si on ne veut pas de l'état de siège, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on vous dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda. On commence maintenant à donner comment on dit, des tempéraments. On dit, ben, c'est pas forcément une guerre militaire, ça doit être. Alors, si, par exemple, vous faites la guerre au Rwanda et que de l'autre côté, les Codeco entrent, que de l'autre côté, il y a des milices, en Zambie, les gens entrent et tout ça, vous comprenez qu'on ne fait pas de débat sur la guerre de l'Est avec autant de légèreté, mon frère. Cette guerre existe il y a 20 ans. 25 ans. 25 ans. Depuis 94. Voilà, depuis 94. Jusqu'aujourd'hui, la guerre existe. Elle nous a coûté plus de 10 millions de morts, selon les experts. Tshisekedi arrive dans cette situation-là. Si la guerre a 25 ans, ça veut dire que Tshisekedi a trouvé une guerre qui a fait 22 ans. Il doit endiguer. Il doit prendre des mesures qui permettent à notre population de vivre tant soit mieux. Donc, de vivre ne fût-ce que l'équilibre. Au besoin, la finir une fois pour toutes. Ce n'est pas Tshisekedi qui crée l'article 85 de notre Constitution. Il est prévu que quand les circonstances graves menacent l'intégrité du territoire national ou la souveraineté, le président de la République, après concertation, peut décréter l'état de siège. L'état de siège ne remplace pas les opérations militaires telles qu'elles sont menées. Ça, c'est une précision de taille. Ça veut dire qu'avant même que l'état de siège n'arrive, il y avait déjà des zones d'opération. Dans ces zones d'opération, on était déjà en train de traquer l'ennemi. L'état de siège, c'est juste, on s'est dit, pour renforcer le renseignement, pour permettre à ce que tout le monde, que ce soit des autorités politico-administratives, que toute l'administration soit militaire. Et ce sont des experts militaires qu'on met à la tête de ces organisations-là. C'est justement pour prendre des mesures
Donc, parmi les mesures administratives qu'ils prennent, les mesures de police, ils intègrent un aspect qu'on appelle renseignement pour justement rechercher l'ennemi partout où il se trouve. Nous parlons d'une guerre asymétrique parce que l'ennemi, il n'y a pas de guerre déclarée. Le Rwanda ne nous a jamais dit que je vous fais la guerre. L'Ouganda non plus, le Burundi non plus. Si vous le faites, les Nations Unies seront derrière. Parce que le droit de la guerre, c'est un droit réglementé. C'est un droit qui existe dans le monde. On ne se réveille pas et on dit, on fait la guerre. Pas du tout. Mais c'est prévu dans notre constitution. Que le président peut déclarer la guerre. C'est prévu. Mais alors, il faut être sûr que quand nous déclarons la guerre, dès que nous avons vaincu la personne à qui nous déclarons cette guerre, eh bien, il y a la paix totale. Ça, il faut être sûr. Alors, est-ce que c'est dans cette précipitation-là qu'on le fera? Je vous rappelle, vous dites Tshisekedi a signé avec les rebelles. Non, pas du tout. Jusque-là, Tshisekedi a refusé de signer avec les rebelles. Ouais, sans problème. Je vais vous rappeler des accords qui existent. C'est l'accord du 23 mars 2009. Qui a créé le M23. D'ailleurs, cet accord, c'est entre le gouvernement de la République et le CNDP, dirigé à l'époque par Kunda Batwari. Le 23 mars 2009. Le gouvernement accepte que ces rebelles devraient intégrer l'armée, et de faire la police, le gouvernement, un parti politique intégré partout. On est le 23 mars 2009. À leur grade précis. Hein, à leur grade de rébellion. Ça veut dire qu'il était colonel, il devient aussi colonel des FARDC. On a connu ce mixage et ce brassage dans notre armée. L'armée est devenue infiltrée. Ce sont des gouvernements des Matata que vous félicitez aujourd'hui. En 2013, le mécontent de l'accord du 23 mars vont créer les M23. C'est là où est né les M23. Ça veut dire qu'il y a eu des accords que nous avons signés avec vous le 23 mars. Vous ne les avez pas acceptés. Ils créent le mouvement du 23 mars. C'est ça le M23. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas respecté ces accords. On va nous amener jusqu'à Addis Abeba. Là, on va signer l'accord cadre. Tous ces accords, ce n'est pas Tshisekedi qui les signe, mais c'est des accords qui lient la République démocratique du Congo. Que ce soit sur le plan régional ou sur le plan international, parce que ces pays aussi sont signataires. Tshisekedi arrive dans ces conditions-là. Vous pensez que c'est facile qu'ils viennent, qu'ils disent tout ça, moi je fais tabou rasa, moi je suis Tshisekedi. Non! Voilà pourquoi on utilise deux aspects. Il y a un aspect diplomatique de la chose et il y a un aspect militaire. Je vais vous raconter quelques prouesses que notre armée a eu à enregistrer. Vous vous rappellerez de l'aéroport de Doga, je crois bien, l'aéroport de Doga qui était entre les mains des rebelles pendant plus de 18 ans. Cet aéroport qui permettait aux rebelles de piller nos minéraux, de les charger dans l'avion et de les ramener chez nos voisins. Nous l'avons récupéré. C'est une prouesse. Il y a des localités entières qui étaient aux mains des rebelles que nous avons récupérées. C'est une prouesse. Des kilomètres et des kilomètres de villages. Aujourd'hui, aux mains des FARDC. C'est une prouesse. Mais est-ce que nous avons atteint ce que nous recherchions? Je dis non. Est-ce que nous avons zéro mort? Nous disons non. Mais est-ce qu'il y a avancé? Il faut répondre par oui. Alors les chiffres. Alors, que dites-vous des chiffres que Jeune Afrique présente? M. Badjoko a parlé de combien de morts? 7 morts par jour. Il y a Jeune Afrique qui parle de 5000 et quelques morts, je crois. Hein, depuis l'instauration des voilà, donc il parle de plusieurs morts. Ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez prendre l'exemple de rebelles qui ont été capturés par les FARDC. Ce qu'ils ont révélé comme information, ils disent aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté parce que nous ne savons pas rester dans une localité pendant 5 jours. Nous sommes obligés, aujourd'hui, vous êtes ici, demain, vous êtes là-bas. Et la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est créer la terreur et la désolation. Ça veut dire partout on trouve qu'il y a des Congolais ou non, sans connaître leurs identités, il faut faire un scandale. Ça va éveiller la population sera contre l'état des sièges, la population va réagir, et ainsi de suite. Ces morts, nous les déplorons, mon frère. Nous les déplorons, mais il faut reconnaître que avant l'état des sièges, avant l'état des sièges, il y avait beaucoup plus de morts que tu ne les cites. On était ici dans ce pays en train de dénombrer chaque jour. Là-bas, il y a eu 70 morts. Là-bas, c'était 80. Là-bas, ici, à Kinshasa, je ne sais pas si on a oublié. Moi, je récuse cette amnésie collective. Nous ne disons pas que 7 morts par jour, on va se féliciter pour ça, pour dire,
Avant, on en connaissait 70 morts, maintenant on en a 7. Mais est-ce qu'en termes d'abord arithmétiques, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même des avancées? Qu'on ait aujourd'hui 7 morts, merci, maître et pourtant hier, on en avait 50. Très bien. Voyez-vous? Merci. Donc les efforts sont faits, M. Christian, et il y a beaucoup de choses à dire quand il parle de l'état de siège qui ne peut pas durer une année. Mais mon frère, tu les ramasses d'où? La Constitution est là, lisez l'article 144. On peut renouveler l'état de siège tant que ces circonstances-là ne nous auront pas, on n'aura pas eu de solution. On parle des 30 jours renouvelables. Ça veut dire qu'on peut y aller jusqu'à ce que la paix revienne. Nous ne disons pas que l'idée du président, c'est de maintenir l'état de siège. Pas du tout. Il va faire quoi avec l'état de siège, le président? Qu'est-ce qu'il gagne dans l'état de siège? Non. L'état de siège, certainement, c'est une mesure exceptionnelle qui a pour vocation de finir un moment. Mais est-ce qu'on va finir ça parce que le rebelle nous le demande? Imaginez que ce sont des rebelles qui demandent qu'on enlève l'état de siège. Quelles seraient leurs bonnes intentions derrière ça? Très bien. Merci beaucoup, Maître Kabasele. Alors, Edmond, en tant que journaliste, vous avez lu, vous avez regardé, je crois que dans votre rédaction, vous avez parlé de l'état des sièges, en tout cas des temps et de temps, à temps et à contre-temps. Alors, donnez-nous votre point de vue sur la question. Non, ben, je dois d'abord commencer par dire que le fromage ne peut pas venir de Kigali, parce que de quitter Kigali jusqu'à Goma, ça va se vendre trop cher. Donc il faudrait que soit le fromage est fabriqué localement, soit le fromage de Massissi de Kiroloué, de l'usine de Maman Olive Lembe, qui produit du fromage, qui est vendu à moins cher, c'est à 6 000 francs une boule de fromage. Et quand vous avez des saucisses, d'ailleurs, c'est pratiquement chaque charcuterie qui fabrique ses propres saucisses, vous avez même des goûts différents. Donc ce n'est pas des trucs qu'on prend à Kigali et qu'on ramène à Goma. Alors après cette précision, nous devons se rendre compte que la décision de l'état de siège est comprise comme une décision trop posée et trop risquée. Alors, quand j'attends ici sur le plateau, on dit que la population n'a pas donné son de adhésion. cette partie du... Oui, justement, oui. La population ne peut pas donner son adhésion. Parce que l'état de siège crée une désolation. Ça veut dire quand l'armée frappe et les rebelles courent derrière la population pour donner la mort. Et ça ne peut jamais arranger. Parce que cette décision a été comprise comme la fin de la guerre. Parce que c'était trop posé, trop risqué. Parce qu'au-delà de l'état de siège, l'unique décision... Oui, l'état de guerre, imaginez, donc on est allé à l'extrême. Alors, les rebelles sont ramenés, sont malmenés sur terrain et ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ça, c'est vrai. Et le témoignage que moi j'ai reçu, il est de quelqu'un qui est proche de ma famille, mais lui, il vit, c'est un Rwandais. Mais il me dit des vérités. Il dit que depuis l'instauration de l'état de siège, le Rwanda, son économie est en pleine instabilité. C'est en pleine instabilité. Mais bizarrement, même en Ouganda, qui était un bon producteur de l'or, mais depuis... Ça diminue maintenant. Dans l'Afrique, oui, ça diminue. Ça dit les conséquences économiques de l'état de siège, la fermeture et le contrôle rigoureux sur le terrain fait en sorte que les affaires, les trafics qui se faisaient avant ne se fait plus. Ou soit c'est fait actuellement avec beaucoup plus de vigilance, mais de l'armée. Et comme Kabasele dit, comme M. Kabasele dit que comme les rebelles ne peuvent plus rester 5 jours dans un territoire, alors donc, ils n'ont pas le temps d'exploiter la terre, oui, ils n'ont pas le temps de même faire les attaques, affaires. même les attaques, c'est très compliqué pour même eux. les attaques de position de nos militaires, c'est fait de manière sporadique. Ils viennent, ils attaquent et puis ils reculent. D'après les informations, ça vraiment, je mets ça entre guillemets, des sources, de certaines sources, je dirais même militaires, c'est vraiment pas des sources à prendre très au sérieux. Donc, elles m'ont renseigné que la première cohorte qui frappe, c'est l'armée rwandaise qui frappe et le M23 vient juste pour administrer. Donc, l'armée frappe, l'armée rwandaise, il se retire et le M23 vient pour occuper et administrer le coin, comme le Rutshuru et tout ça, comme vous avez entendu, les positions des militaires ont été attaquées. Donc, c'est comme ça que s'est fait la guerre dans l'Est. Maintenant, quand on dit il y a infiltration. Effectivement, l'infiltration, ce n'est pas seulement dans l'armée. Même la population qui revendique la fin de cet état de siège est complice. Quitter les groupes armés. Je pense que c'était la phrase magique. Oui, mais quitter les groupes armés. C'est qui? C'est ces députés. C'est qui? C'est la population. Parce que comment on peut comprendre que là où il y a la guerre, on continue de construire et de bâtir des immeubles?
c'est quand même contradictoire par rapport à, Mais on a à la arrêté les réalité. femmes, Je ne suis monsieur pas contre le boom Edmond. économique, on a le arrêté les boom femmes immobilier, là-bas qui seraient en train les de booms mourir, ces gens. immobiliers. Je ne suis pas contre ces booms, mais c'est quand même une réalité, je dirais, c'est Que là où il y a la guerre, que contraste. l'on construise beaucoup plus. Alors Non, il y a que là où des a pas de immeubles qui guerre, poussent que rien ne se passe. et des terrains qui sont vendus vraiment cher. Et Vous les ne gens pouvez achètent. pas acheter, oui, mais les gens achètent. Vous ne pouvez pas acheter les terrains là-bas au même prix que Kinshasa. Là-bas, c'est un peu trop cher là-bas. Donc, c'est cette contraste que même l'armée soupçonne la propre population. Et on remarque que certains mouvements qui revendiquent la fin de l'état de siège, beaucoup plus de ces adeptes soutiennent le rebelle Les rebelles. et soutiennent Mais est-ce que les vous forces avez du vu mal. les femmes qu'on avait arrêtées, tout simplement parce qu'elles préparaient pour les rebelles? Non, mais il y a même les chefs de localité. Ouais. Il y a des chefs coutumiers qui sont arrêtés, des chefs coutumiers qui sont impliqués. Imaginez. Donc, comment est-ce que la guerre devient proluxe, devient complexe? Comment est-ce que ça met même notre armée en difficulté? Quand on dit vraiment la guerre asymétrique, c'est vraiment le terme qu'il faut. Donc, on se bat contre un ennemi qui peut-être est ton propre voisin Oui. direct. Oui, Il peut te direct. tuer le lendemain. Alors, mais Donc, ça, il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas négliger. Il faut plutôt chercher à investiguer et à contrôler la situation. Alors, on dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Ça, vraiment, c'est une aberration. Comment ça, une Même aberration? si vous donnez toute la forme que vous voulez, ça ne pourrait pas passer. Comment ça? D'abord, cette guerre se joue au niveau... Quand vous arrivez à Kigali, quand un Rwandais voit un Congolais, il est très heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un Congolais, on ne lui demande pas, c'est lui qui donne. C'est difficile de voir un Rwandais te donner de l'argent. Et quand vous lisez sur le visage, parce qu'on dit là-bas, à Kigali, l'argent ne circule pas. On sait qu'un Congolais, c'est un généreux. Et quand vous allez à Goma, les garçons de bar, les garçons de chambre, les gérants des hôtels sont tous Rwandais. Ils sont des jeunes Rwandais qui traversent tous les jours. Alors, cette guerre n'est pas ancrée au niveau de la population. Le peuple n'a pas de problème. Non, 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 pas de problème. Alors, à ce peuple-là, vous demandez la guerre, comment le peuple va vous comprendre? Cette guerre se joue vraiment à un certain niveau. Mais quand il y a eu le volcan, mais c'est le peuple congolais qui est parti au Rwanda, Imaginez. tout seul. Hein? Imaginez. Tout seul, ça allait là-bas. c'est Imaginez. motivé. Et eux aussi craignaient Bien évidemment. que, parce que le volcan avait pris la direction du Rwanda. Mm. Il y a 3 volcans là-bas. Il y a un de l'Iragongo, de l'autre côté, il y a 2 volcans. Et vous avez les démons qui séparent. Et l'autre, c'est à Kigali, l'autre, c'est au Congo. Et quand vous voyez cette réalité en face, c'est alors que vous pouvez pousser un jugement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui... Mais comment la communauté internationale va vous trouver? Vous déclarez la guerre au Rwanda, oui. Mais c'est quelle guerre? Guerre humanitaire. Mais vous allez tuer, vous allez vous entretuer. Mais Mouzito, pour lui, Vous allez vous entretuer. Pour monsieur Il Mouzito, faut trouver un argument. Il faut trouver un Malheureusement, argument. c'est Le l'argument de Rwanda, l'homme, sur le plan malheureusement. international, même devant le rapport des Nations Unies, a toujours nié sa participation. Le Rwanda, même devant ses confrères, même devant ses frères, au niveau de la sous-région, le Rwanda a toujours nié. Mais comment vous allez imputer une guerre que moi j'ai gens nie, qui nient. j'ai nie, est-ce qu'on peut-être pas avec raison. considéré comme un pays qui agresse? C'est comme la Russie aujourd'hui de Poutine et l'Ukraine. Très bien. Toutes les raisons que Poutine avancera sur l'Ukraine, ça ne marchera pas. Pourquoi faire la guerre et tout ça? Même s'il y avait de munitions, il y avait tout ce qu'on pouvait attaquer, mais il fallait trouver Merci, un argument solide. Edmond Donc, Izouba. je me dis, On termine en tout cas. si aujourd'hui l'état de siège est en train de patauger, c'est justement parce qu'il y a des tueries. Et ces tueries-là n'arrangent pas le peu de population qui soutenait. Merci. Moi, je posais la question pour terminer, quand nous étions à Goma, au point de presse avec le Premier ministre, je lui ai posé la question de savoir, c'est vrai, la force de notre armée, c'est la prouesse, tout ce que nous avons, la conquête des territoires, des cités et des villages à l'époque occupés par le rebelle. Mais aujourd'hui, on continue le massacre. Quand est-ce que il faut combien de massacres pour qu'on mette fin à cet état de siège? Il m'a dit, nous pouvons mettre l'état de siège, nous pouvons mettre fin à l'état de siège que lorsque la mission pour laquelle l'état de siège a été convoqué Oui. auront abouti. Très bien. Donc c'est la ligne choisie par le Merci gouvernement. beaucoup Edmond Izouba, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous terminons cette émission, il ne reste plus que 16 minutes pour terminer. Alors, le tout dernier sujet, qui dirige en réalité le bloc patriotique? Tout en vous le demandant,
de suivre cette émission, je vous demande d'abord de vous abonner sur notre page, sur toutes nos pages, YouTube et tout le reste. Mais surtout, si vous suivez cette émission sur Facebook, il faut envoyer beaucoup plus de cœurs et des j'aime. Si vous suivez ça sur Facebook, sur YouTube, n'hésitez pas de mentionner que vous aimez l'émission, vous abonner et partager la vidéo à plusieurs personnes. Si vous le faites, vous nous aidez à atteindre plus de personnes et ça sera une très très bonne chose. Je suis content de la qualité de ces débats puisqu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas des invectives. De toutes les façons, chez nous, il n'y en a pas. Si vous voulez faire les insultes, vous savez les plateaux qui vous servent des choses et ils peuvent le faire bien. Alors chez nous, on en parle intelligemment mais surtout avec beaucoup plus d'arguments. L'actualité, vous le savez, qui chapeaute le bloc patriotique. L'autre fois, j'ai dit le bloc opératoire après. Le bloc patriotique. Ça va de soi. Essentiellement un ensemble de forces sociales politiques pour réclamer un consensus autour des réformes électorales, précisément sur la loi électorale. Le bloc politique connaît d'ores et déjà quelques soucis, étant donné que certains de ses membres ne lui donnent pas assez de crédibilité à l'instar du Nouvel Élan qui s'éloigne de ce bloc. Adolphe Mozuto accuse catholiques et SCC de jouer un double jeu, celui de dorloter le pouvoir en même temps de se joindre aux idées de l'opposition. Selon certaines sources, ce groupe de pression serait financé par des forces obscures, notamment le PPRD de JKK, les multinationaux ou autres ONG internationales qui ne partagent pas la même vision que le pouvoir en place. En ce qui concerne le candidat à porter, il est fort possible que ce soit du côté des forces politiques, le PPRD, la Mouka et Ensemble pour la République. Enfin, au sein du PPRD, Chalari a démontré son inefficacité pour gérer les enjeux politiques. Il est sans doute à la base du départ de certains cadres et jeunes du parti. Voilà pourquoi le Raïs risque de prendre la direction du parti pour tenter de revenir au pouvoir à travers ce poulain. Encore une fois, M. Badjoko, je reviens à vous. Le bloc patriotique, puisque vous êtes décidé et que SID se trouve dans le bloc patriotique, comment vous expliquez et vous justifiez le fait de faire alliance avec Kabila alors que vous refusez à Tshisekedi le fait de faire la même alliance? Vous dites que Tshisekedi a pactisé avec Kabila pour vous voler de voix, mais maintenant là, vous parlez avec celui qui vous a véritablement volé le voix. Bah, merci pour la question, mais je vais d'entrée de jeu dire à Edmond que nous n'opposons pas les peuples. La question de la guerre n'oppose pas les peuples. C'est à un niveau différent. Donc nous ne disons pas qu'il faut aller massacrer les paisibles citoyens rwandais. Et dire que la population est complice, c'est quand même fort de cacher. Parce que si la population était complice, si généralisée de la sorte, voilà, il faut qu'on fasse attention. Certains, je vous l'accorde, parce que pour qu'une instabilité prenne autant de temps, il faut effectivement des complicités, et je suis d'accord avec vous. Mais certaines complicités. Mon ami Kabasele a parlé des accords. Mais oui, il y a des accords. Est-ce que vous les avez récusés? On n'a pas vu que des accords que vous avez récusés parce qu'ils étaient, ou alors ils mettaient la République en difficulté. Donc voilà, vous dites qu'il y a un aéroport par-ci, il y a un village par-là, mais la question fondamentale, c'est ce que j'ai dit, il faut planifier, il faut nous dire que dès le départ, l'état de siège voudrait combattre autant de groupes rebelles. Et dans ces groupes rebelles, il y a autant d'hommes qui occupent autant de localités, qui contrôlent autant d'aéroports. Et ainsi, à la fin, on pourra dire, voilà, s'il y avait 10 aéroports, on en a récupéré 8, on va dire, voilà, l'état de siège marche. Mais cet objectif, on ne le connaît pas. Il n'est connu que de M. Félix Tshisekedi. Donc, il est difficile pour nous de pouvoir évaluer l'état des sièges comme vous le dites. Mais le fait est que dans la population, il y a des répercussions très difficiles. Vous avez parlé de l'Ouganda aujourd'hui et du Rwanda qui aurait des difficultés sur le plan économique. Mais que dire de la population locale? Vous avez suivi dernièrement sur Top Congo, sur vos confrères de Top Congo, un des membres, un des responsables de la société civile, qu'est-ce qu'il disait? Que la population est livrée à elle-même. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, que si vous disputez avec votre femme, c'est la justice militaire qui va trancher. La preuve, nous avons notre secrétaire exécutif qui a pris 1 année de prison juste pour supposer faux bruit. Donc j'ai dit qu'il y a un problème et qu'il faut à un certain moment avoir le courage de dire nous avons fait une erreur et nous arrêtons l'état de siège. Pour revenir à votre question sur l'alliance avec Kabila, vous savez, dans notre Constitution, sans vouloir faire trop de juridisme, il y a un article qu'on appelle l'article 64. Lorsque les conditions de gestion du pays, par ceux qui ont l'effectivité de pouvoir, ne sont plus conformes à la loi, eh bien, il faut que chaque individu ait le droit, non pas le droit, l'obligation de faire échec à cela. Le bloc patriotique a été initialement un souhait, un vœu du président élu Martin Fayulu,
qui a lancé cet appel. Mais après, vous avez vu que la société civile, c'est la société civile essentiellement, qui a repris les rênes, qui a repris le contrôle de la chose. Vous dites aujourd'hui que nous nous mettons en alliance avec Kabila, qu'on accuse d'avoir volé nos voix pour faire passer M. Félix Tshisekedi. Mais je le redis encore ici, si nous sommes dans cette situation, c'est de la responsabilité du FCC avec le PPRD et Joseph Kabila en tête. Ça, c'est un fait. On ne le change pas, on ne le nie pas. Mais maintenant, nous sommes face à une réalité. Nous sommes face à une désarticulation de toutes les institutions, à une désarticulation de toute l'économie, à une désarticulation du pays qui va partir en miettes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, nos ennemis d'hier, voilà, on ne réagit pas face à cela, et on dit, voilà, le PPRD, on les laisse là-bas parce que nous ont volé de voix, et on laisse le pays sombrer. Non. Nous disons, c'est un appel dans le cadre de l'article 64. Nous l'avons lancé, c'est un début. Il va devenir plus effectif avec le temps si nos amis qui ont l'activité de pouvoir ne se remettent pas en question pour essayer de remettre tout le monde autour des tables de discussion pour que nous puissions baliser l'avenir. Donc, M. Badjoko, oui, vous allez avoir la parole. Donc, M. Badjoko, vous êtes convaincu que le pays va très mal maintenant qu'il n'a été à l'époque de Kabila. Donc vous êtes très convaincu qu'aujourd'hui, vaut mieux Kabila que Félix Tshisekedi. Voilà, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. J'ai dit dernièrement dans un de mes tweets qu'il ne faudrait pas que nous perdions espoir. Il ne faudrait pas que la population congolaise perde espoir. Quel que soit le niveau de nivellation dans lequel le régime Fachi nous met, pour se dire que nos bourreaux d'hier, il faut qu'ils reviennent en responsabilité. Mais maintenant, dans le cadre de notre plan de sortie des crises, nous le disons depuis 2019, je le rappelle, nous avons dit qu'il faut des discussions. Et les discussions devraient concerner tout le monde. Nous le disons ouvertement. M. Joseph Kabila avec son FCC, M. Félix Tshisekedi aujourd'hui avec son Union sacrée, et nous de la Mouka avec tous les partis qui le composent, dont Martin Fayulu était le porte-étendard aux élections dernières. Nous disons qu'il faut mettre tout le monde sur la table. Si aujourd'hui nous récusons la faculté ou la capacité au PPRD de dire non à une mauvaise gestion du pays. Mais demain, nous allons discuter avec qui? Nous sommes toujours sur notre droite ligne. Nous disons qu'il faut mettre toutes les forces vives ensemble. Et nous sommes restés sur notre ligne. Le PPRD ferait bien de faire amende honorable, d'abord face à la population, pour ces 18 années de mégestion totale, 18 années de gouffre, et qu'on ne devrait même pas prendre en référence, c'est que nos amis de l'UDPS font à longueur de journée. À l'époque de Kabila, elle a fait ceci, à l'époque. Pour nous, Kabila n'est pas une référence. Mais Kabila est un acteur majeur de la scène politique avec son FCC. Alors, qui dirige le bloc? C'est la société civile avec le KLCC et Milapo. Nous n'avons plus les commandes de la chose. Nous avons dit, Martin Fayulu a fait cet appel dans le cadre de l'article 64, que tout Congolais n'a pas le droit, mais c'est une obligation. Parce que le pays aujourd'hui, il ne marche pas. Vous avez vu les derniers rapports. Nous sommes le 8e pays le plus pauvre dans le monde. Parlons de la corruption. Vous dites que c'était sous l'époque de Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que notre classement au niveau du Doing Business, au niveau de tous les autres rapports, sont meilleurs par rapport à l'époque de Kabila? Je dis non. C'est pourquoi j'ai dit, même ça, Kabila n'est pas une référence. Si j'emprunte le mot de Mosengo, qui disait que Kabila était médiocre, mais je crois que vous, aujourd'hui, nous sommes nivellés vraiment vers le bas. Vous allez me permettre l'expression. Vous êtes mauvais dans la gestion du pays. Et vous allez même plus loin. Vous êtes dans la kakistocratie parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, c'est la prime à l'incompétence. Vous avez parlé de l'état de droit, si je peux me permettre de faire un petit passage. Mais qui est en prison pour avoir détourné de l'argent public? Qui est-ce qui est en prison? Demain, le 11 mai, la mascarade sur le projet de 100 jours va commencer et on va aboutir à un acquittement ou alors à une légère peine de M. Caméré. Ça ne vous interpelle pas. C'est ce que nous disons, qu'il y a un problème de la gestion. Il faut que tous les Congolais se mettent ensemble. Nous le disons depuis 2019. Il faut que tous les Congolais se mettent ensemble, se mettent autour de la table pour discuter des questions fondamentales et pour baliser l'avenir. Et dans tous les Congolais, il y a M. Joseph Kabila qui est la base, l'origine de la misère actuelle. Il y a M. Félix Tshisekedi qui est dans l'incapacité, on va dire le régime Fachi, qui est dans l'incapacité de nous sortir de la médiocrité dans laquelle le régime Kabila nous a mis. Alors, on va terminer avec vous avant de remettre notre Kamasele. Est-ce que vous pouvez allègrement nous citer un Roussi Tshibanga de ce régime ou un des Tchad de ce régime? Et après que vous ayez cité ces gens-là, pouvez-vous nous dire dans quel état ces procès se trouvent? Parce que, sans que je donne ma position. Mais merci, vous me tendez une perche, mais une perche qui me fait mal, parce que là, je vais penser à Defao Paluku,
qui a été assassiné, militant de SID, qui a été assassiné à Goma. Je vais penser à Davin Kalala, qui a été tué ici à Kinshasa. Je vais penser à mon frère Moulope, qui a été arrêté dans les geôles de l'ANER, qu'ils avaient dit avoir fermé pendant 2 mois, et aujourd'hui qui se trouve à la prison de Makala sans suite. Voilà, il y a des éléments, il y a des noms. Je ne veux pas parler de Cédric Mangungu. Je ne veux pas parler de Cédric Mangungu qui aujourd'hui est à l'hôpital, jambe fracturée, et qui va rester 6 mois alité. Je ne veux pas parler de ça. Et des procès, mais très intéressants. Oui, non, je parle des procès des criminels. Parce qu'à l'époque de Kabila, on n'avait même pas de criminels. Jusqu'aujourd'hui, on a même empêché à la famille de Rossi Chimanga de faire même ne serait-ce que le deuil. Mais aujourd'hui, tous ces criminels, tous ceux qui ont tué, sont arrêtés. Il y a des condamnations à mort pour la plupart d'entre eux. Mais je vous ai dit que le régime Kabila n'était pas une référence. Ne le prenez pas en référence. Ce n'est pas une référence. Et j'ai dit que jusqu'à aujourd'hui, nous avons déposé des plaintes. Mais est-ce qu'ils sont 0? Très bien. Nulle part. Merci beaucoup, cher Badjoko. Vous terminez ce sujet et puis ça sera la clôture avec Edmond Izouba. Bon, d'abord, mon frère, il doit comprendre qu'on ne peut pas. Vous savez, c'est contradictoire à un moment donné. Vous avez qualifié le mariage FCCK d'incestueux. Mais au moins, vous avez la liberté de vous exprimer bonnement sur votre relation avec Joseph Kabila actuellement. Je pense que c'est la population que nous instrumentalisons là, nous politiques, qui nous suit. Hier, pas question de négocier avec Kabila. Jamais à côté de Kabila. Aujourd'hui, vous vous tenez main dans la main avec Kabila et vous marchez. C'est contradictoire. Donc, vous comprenez que la politique, c'est aussi un autre monde. Ça veut dire que même ce que vous dites maintenant là, vous le dites parce que vous êtes opposant. Demain, vous serez au pouvoir, vous direz la même chose que moi. Je vous dis. Ça veut dire que vous serez en face des réalités qui vont certainement vous empêcher de dire ce que vous dites aujourd'hui. Parce que nous l'avons fait hier. Je suis très sincère avec eux. Moi, j'aime toujours être sincère. Vous savez, nous, on a lutté à l'UDPS pendant beaucoup d'années. Vous savez combien de martyrs? Ce n'est pas de gens malades qu'on amène dans des marches qui vont mourir après pour dire que c'est le gouvernement qui... Non, mais maintenant, vous allez être respectueux de tous ces gens qui meurent à balles réelles. Vous voyez, je vous donne. Il vous a cité Il y a 2 aventures, en fait, qui se sont faites à décider. On a pris quelqu'un qui souffrait, je crois, de la cardio. Attention, ce sont des gens qui sont morts. Hein. Et puis, après, il est venu dans une marche. Ne souillez pas la mémoire. On ne l'a pas tué dans une marche. On n'a rien fait. 3 jours après, on a tué mon militant. Mais vous n'allez pas, écoutez, vous n'allez pas rire. S'il vous plaît, Non, j'ai beaucoup de peine. Oui. J'ai beaucoup de peine qu'on commence à prendre ces morts-là par les idées. OK? Et pour trafiquer politiquement dessus. Ça, je déteste. Et je récuse. Quand nous sommes morts dans des marches, ce n'est pas des créations, c'est des réalités. Quand Rossi est tombé à coups de balle, ce n'est pas un montage. Thérèse Kapangala, Thérèse, Deschad, Oumoula, tous ces gens, ce n'est pas un montage, mon frère. Quand les gens sont brûlés à l'huile de peste, ce n'était pas un montage. On arrive, on constate, tout le monde sait qu'ils sont brûlés. Ce n'est pas des créations. 3 jours après, vous voyez Kokonyangi qui dit oh, on a tué un de mes militants. Non, mon frère, ne marchons donc pas sur de morts. Si vous avez besoin d'avoir des cas comme des Rossi et tout ça, poussez les régimes à la faute comme vous voulez. Quand ça arrivera, nous condamnerons. Aujourd'hui, tous ceux qui tuent, même parce que c'est des drogués, des policiers, par exemple, des gens qui ne respectent pas leur déontologie, ils sont jugés. Mais condamnés à mort. Hein, on a répertorié, il y a plusieurs qui ont tué. Il fallait que le régime de Tshisekedi arrive pour qu'on connaisse le sort du procès de Rossi Mukendi Chimanga. Pourquoi on n'en a pas connu avant? Et même celui-là, le Canada, en fait, parlons même de Chebea. Chebea. Le procès s'était passé comment? C'est avec Tshisekedi. Ça veut dire qu'il y a quand même si ce n'est pas trop, il y a quand même une évolution. Aujourd'hui, on n'enterre plus dans des fosses communes. C'est une réalité. Okay? Qu'on a enterré des gens dans des fosses communes après les avoir tués pour leurs opinions politiques. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Il n'y a pas un opposant en exil aujourd'hui. Ah si, il y a Barnabé. Non, Barnabé qui pense qu'il s'est dit exilé. Fuient. Vous venez de faire un autre exilé. Vous venez de faire un autre exilé qui est journaliste. Hein? Il est parti aussi. C'est des gens qui fuient d'eux-mêmes
qui ne sont pas poursuivis l'exil, par il un faut pouvoir, toujours- voyez-vous, qui partent. Barbadé Mais est parti aussi en exil. on a obligé Barbadé, des oui, gens, bien sûr. on a obligé des gens, on les a poussés à l'exil. Nous avons vu ça ici dans ce pays. Et pour la parole alors, pour la liberté d'expression, il y a Ouais, des gens ben, comme ben, Jacques Ndala écoutez. qui croupissent jusqu'à aujourd'hui. Non mais écoutez, quand nous avons cette liberté de parole, nous devons savoir qu'au-delà de nous, il y a la loi. Parce que si nous sommes dans un état de droit, Monsieur Christian, je ne te vois pas commencer à insulter quelqu'un ici. Ça n'arrivera jamais. Et Même si on vous tente à me le sortez, faire porter, quand on mais vous arrête, vous ça dites marchera c'est parce jamais. que je suis de la Mouka. Oui. Pas du tout. Moi, je ne le ferai pas non plus. Vous avez vu nos amis de l'UDPS, combattants de l'UDPS, arrêtés, être jugés à Lubumbashi et condamnés. Vous les avez vus. Pourquoi? Parce qu'ils ont insulté quelqu'un. Très bien. Donc, notre liberté doit se limiter là où commence celle des autres. Et aujourd'hui, quand on parle bloc patriotique, mon frère, qu'est-ce que vous réclamez? La loi électorale, quel reproche vous faites à cette loi électorale? En quoi la loi électorale est mauvaise? Dites aux Congolais la vérité. Pourquoi vous les amenez dans des marches? Et pourtant, vous êtes une grande coalition. Vous sortez 30 personnes dans la rue et puis vous fouillez tout de suite. Mais qu'est-ce que vous reprochez Mais à la loi électorale? Pas 30 personnes quand même. Qu'est-ce que vous reprochez à la loi électorale telle qu'elle est en train d'être votée? Elle a supprimé les seuils, cette loi électorale. Elle a supprimé la parenté. Elle a supprimé beaucoup trop de choses. Qu'est-ce que vous reprochez? Vous ne reprochez rien. Moi, je vous conseille plutôt de faire une coalition, de chercher un consensus pour porter la candidature unique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2023. Là, nous pouvons vous accompagner. Très bien. Que de nous emmener dans des bobards, dans des histoires que vous savez qui peinent à nous faire tenir debout. Et donc, il faut un moment, je ne vois pas, je ne sais pas si on connaît quelqu'un qui va résister Monsieur Donald Kabasele, 6 mois, 5 mois dans ces blocs. est-ce que je peux vous arrêter juste Non, un mais- instant? non, ouais. Je peux vous Allez-y, rappeler quelque allez-y. chose. Monsieur le ministre Kazadi Ouais. a dit que le bureau de Denis Kadima s'était engagé dans des malversations financières. Que vaut la parole aujourd'hui de Denis Kadima? Non, écoutez, vous avez détourné le point de Oui, vue du parce que ministre. même moi, je n'ai pas Le suivi ça de ministre cette n'a pas dit- façon-là. n'a jamais dit ça. Oui, C'est je pas parle un pas. mensonge. Oui. Et qu'est-ce Moi, qu'il je a me dit? demande, Il y avait question de je me surfacturation. demande. C'était Oui. les détails sur le fond. C'était les détails sur le les fond. détails C'était sur sur le le fond. fond et il a dit C'était des qu'il surfacturations. voulait Ce n'est pas un moi qui l'ai peu dit. voir un peu plus clair et après il n'y a plus un problème. C'était des surfacturations. Voyez-vous? Il a Donc dit aujourd'hui, surfacturation. monsieur, mon frère Christian, Oui, on aujourd'hui, termine. comment voulez-vous, quand la CENI vous dit que je ne veux pas dépasser 2023, les gouvernements vous disent que je vais financer, il y aura élection en 2000. Pourquoi nos opposants nous proposent les glissements? C'est ce que moi je ne comprends pas. Toute la démarche qu'ils font, c'est pousser les régimes à un dialogue. En sachant que quand on est dans un dialogue entre politiques, on va dépasser 2023. Je n'ai jamais vu ces opposants. Un opposant qui propose au pouvoir les glissements en contrepartie de pouvoirs, de ministères, de mandataires qui vont avoir. Mais c'est tout le monde irréfléchi. Et donc, ne fût-ce qu'une petite opposition d'une année, 2 ans, vous êtes fatigué à ce point pour demander un dialogue, eh bien, c'est déplorable. Tout ce que vous ferez, serrez vos ceintures, implantez vos partis. En 2023, il y aura élection, on n'a pas besoin de négocier. Très Le bien. bloc là, il est voué à l'échec. Merci beaucoup, M. Kabasele. J'aurais pu donner la parole à Edmond, mais Edmond, tu comprendras qu'il faut donner la parole à Badjoko. Non, 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 Si, non, non, non. si, si, Ça vous sert à aurez la rien. parole. Non, vous aurez la parole. En fait, non, ça c'est entre politique. Il faut lui laisser le temps de s'expliquer et puis vous aurez la parole, Edmond, pour terminer. Merci, M. Badjoko. Monsieur Donald Kabasele, il ne faut pas passer son temps à s'écouter parler. Il faut écouter ce que les autres disent. Je dis ceci. Depuis 2019, nous avons fait une feuille de sortie de crise. Et dans cette feuille de sortie de crise, Quelle crise? 2019. De quelle crise vous Mais parlez? laissez-moi finir. 2019, nous avons fait cette proposition. Que tout le monde devrait se mettre autour d'une table pour discuter sur des réformes nécessaires pour l'avancement du pays. 2 ans après, c'est votre président, M. Félix Tshisekedi, qui disait qu'il était bloqué par le FCC. C'était une crise. À moins que j'ai une définition différente n'était de pas la dans crise. l'entendement de Fayoulou. Mais non, c'était une Fayoulou avait autre chose dans sa tête. je suis d'accord, mais Ouais. c'était une crise. On est tous d'accord que c'était une crise. Si. Nous avions anticipé les choses. Nous vous avions dit, il y a une crise qui présage à l'horizon. Faites attention. Vous parlez aujourd'hui de Denis Kadima. Vous voulez le présenter comme étant un expert magnifique. Mais regardez la feuille de route. Elle n'est pas contraignante. Elle fixe les échéances électorales à quand? À décembre 2023. Mais c'est déjà en violation d'abord de la Constitution et ça implique automatiquement un glissement.
en attendant l'installation du président qui va arriver. Ne nous opposez pas aujourd'hui l'initiative. Non, M. Badjoko, la feuille de route, ce n'est pas les calendriers. Non, je l'ai dit, la feuille de route n'est pas contraignante. Mais simplement, la feuille de route indique des élections présidentielles en décembre 2023. La loi dit ceci, 90 jours avant l'expiration du mandat, il faut convoquer le corps électoral. Et décembre, ce n'est pas 90 jours avant la fin du mandat. Ce qui va entraîner un glissement. Voilà, c'est ce que nous vous disons. Nous disons aujourd'hui, je le dis, je le répète partout, je suis porte-parole, je suis communicateur de l'AMCA et vous pouvez l'entendre. Nous ne demandons aucun poste. J'ai fait une proposition. Nous faisons aujourd'hui, nous portons aujourd'hui la proposition, que les débats puissent être télévisés, publics. Comme ça, on saura qui veut quoi et qui est qui. Voilà. Vous terminez, Edmond Jouba. Vous savez, quand j'entendais le débat, ça faisait rire. Comment ça, le débat ici? Non, moi, ça me fait plaisir parce que là, le débat, non seulement qu'il est républicain, en fait, il est mature, en fait. Ça donne envie de continuer. Je parlais de fond. Oui. La forme, oui, elle est très appréciable parce qu'il s'apprécie amicalement. Oui. Pas d'attaque personnelle. Mais dans le fond, c'est qu'on a l'habitude de revoir la même chose à chaque cycle électoral. Et c'est les discours que l'UDPS reprochait à Kabila, que Kabila disait à l'UDPS, calmez-vous, les ministres a confirmé, la CENI. Et maintenant, c'est le même débat. C'est la même chose. Les politiques n'ont pas changé. C'est un peu différent. En fait, on change de rôle. Non, ça dit on change de rôle. L'histoire ne devait pas se répéter avec vous. Une seconde, Edmond, une seconde. Non, attendez. À l'époque, même, il disait qu'on n'a pas d'argent pour des élections. Vous vous rappelez? Ne vous en faites pas. Un moment, il a dit qu'il y a la machine. Moi, c'est la première fois. Pour moi, c'est la première fois d'apprendre que la CENI peut avoir un son contraire avec le gouvernement, à celui du gouvernement. Moi, à l'époque, c'était en tout cas, on ne savait plus. Est-ce que la CENI, c'est elle qui porte la parole du gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement qui porte la parole de la CENI? Non. Mais là, aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a... À l'époque, le gouvernement travaillait de façon très ordonnée avec la CENI. Il y avait des réunions interinstitutionnelles auxquelles la CENI ne prenait pas. Donc, certaines orientations venaient de ces réunions interinstitutionnelles. Et je pense qu'avec l'actuel bureau de la CENI, ça n'a pas encore débuté. Oui. Et quand ça va débuter, ça va encore chauffer du côté du bloc. Le bloc, c'est vraiment une initiative, moi je dirais, elle est salvatrice. Pourquoi salvatrice? Moi, je ne vois pas, comme notre ami est en train de critiquer sur le visage des gens et tout ça, mais la configuration de la scène politique a changé. Et nous devons l'accepter comme tel. Parce qu'on va aussi vous reprocher dans le rassemblement que vous avez fabriqué à l'époque, il y avait un Kyungu, paix à son âme. Vous savez les relations que Kyungu avait avec Etienne Tshisekedi. L'affaire Biloulou, vous vous rappelez, les Kassaïens tués et tout ça. Et ça blessait Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi pouvait vraiment atteindre un niveau où il pouvait surmonter ces chocs et accepter Kyungu à ses côtés? Katumbi, vous l'aviez toujours critiqué, mais vous avez collaboré avec Katumbi. Donc ne reprochez rien à nos amis de la Mouka. Et je ne vois pas pourquoi notre ami Badjoko doit refuser le fait de coaliser avec Kabila. Non, en fait, c'est question des objectifs et des missions. Quand vous avez des objectifs à atteindre, messieurs, vous coalisez avec les personnes avec qui vous estimez que vous pouvez atteindre les objectifs. Mais souvent, c'est genre de débat. Ça commence par un bloc, ça se formalise par... une plateforme. Une plateforme, et puis après, on avance. Mais ce que je crains souvent, c'est que... pas, ça n'arrivera pas. Écoutez, tu peux... Mon cher ami, personne savait que le rassemblement pourra aboutir à cela. Personne ne pouvait savoir qu'aujourd'hui, arrivé à Genève, on va mettre en face Fayulu, Vital Kamerhe et tout consort. Donc, on ne sait toujours pas. Voilà pourquoi je te dis, ça commence et on ne sait pas. Il vous rassure que ça n'aura pas lieu. Et seulement si ça n'aboutira pas, ça veut dire qu'on aura beaucoup de candidatures en face de Tshisekedi. Là encore, vous perdez toutes les chances de briguer la magistrature suprême. Donc, il faut être très sage par la manière de répondre. Mais ce qui est quand même très difficile à comprendre dans la compréhension de Badjoko, et je pense que je vais terminer par là, il dit qu'il y a un problème de gestion. Mais un problème de gestion. Oui, mais qu'est-ce que voulez-vous? Un problème de gestion. Laissez ce problème de gestion persister pour que vous ayez raison, vous ayez un discours devant le peuple. Pourquoi vous voulez sauver ces problèmes de gestion? Mais ils sont très amoureux du peuple. Pourquoi vous ne voulez pas voir? Pourquoi vous ne voulez pas voir? C'est la responsabilité. Non. On ne peut pas voir le mal et se taire. Ayez de la maturité politique pour voir
comment les choses Donc se il faut passent dans des pays. il faut qu'on laisse la case S'il vous plaît, brûler mon cher, et après qu'on dise s'il vous plaît, on va mon cher ami, reconstruire la case. ayez de la Ça n'a aucun maturité sens, politique, Edmond. ayez de la que vous faites? maturité Ah non, politique. non, La Ça n'a aucun démocratie, sens. la démocratie, c'est ça. Respecter les timings de chacun. Macron a beaucoup échoué, il a beaucoup tâtonné, il a beaucoup pataugé dès le départ de son règne. Mais je n'ai pas vu un Sarkozy se lever pour dire, voilà, je trouve qu'il y a un problème de gestion, nous allons se retrouver autour d'une table. Donc les Non. 50 morts d'hier ne vous affectent pas. Écoutez, mes Les amis, 50 morts d'hier ne vous affectent mes pas. amis, Kabila a dirigé dans ce pays. Kabila a dirigé. Alors, aussi longtemps que nous serons toujours impatients pour venir participer et manger ensemble, permettez aussi à ce que le chef d'État viole la Constitution et Bah non, passe. non, je partage Alors, pas. Je ne partage pas ce laissez point de vue. Tshisekedi, Ça, c'est laissez votre point de vue et je ne Tshisekedi, partage pas. laissez Tshisekedi faire ses 5 ans. Merci, Edmond. Revenez sur le plateau les critiquer. Merci, Pourquoi Edmond. vous voulez partager l'échec de Tshisekedi ensemble? Mais non, mais veulent avoir oui, de- oui, on a oui, l'impression parce de que- sauver mais la vente de pourquoi? poste. Non, non, sur quel sauver le C'est pays? une Quel question sauver le pays? d'organiser. Il Non, faut mais baliser écoute, l'avenir. Donc, Vous nous avez dit, connaissons. Edmond, vous Non, avez non, dit non, tout à non, l'heure non, non, que mon les cher mêmes ami. choses que Kabila. Vous, le mal avec le politicien congolais, quand on parle de sauver le pays, c'est C'est pour pour le se pays qu'on veut partager les sauver. postes. On veut Merci. sauver son propre ventre. Très Ça, bien, c'est on a bon, terminé ouais, cette bon, émission. c'est Merci bon, beaucoup, c'est M. Bajoko, Merci. d'être passé. C'était un grand honneur. Je crois que c'est votre première fois de participer à cette C'est ma émission. première. Merci de Et je pense m'inviter. que vous l'avez bien trouvé, en tout cas. Oui, oui, ça va. C'est républicain, c'est calme. Merci. On peut échanger dans une convivialité. et c'est Merci. une bonne chose. Vous aurez l'invitation à tout moment. Venez partager avec nous. Je suis disponible. Monsieur Kabasele, c'est la première fois que nous puissions. Ouais, je vous ai trouvé très bien. Vous et M. Bajoko, mais M. Bajoko, je vous ai trouvé en tout cas pertinent. Ma Vous deux. appréciation est bonne par rapport à d'autres communicateurs de l'UDPS. J'estime que lui, quand même, m'a marqué la Je différence. savais que ça allait finir par là. Non, mais- Merci, Merci M. Kabasele. beaucoup. Je Merci quand même beaucoup. inviterai de temps en temps. Merci. Et M. Bajoko, moi, personnellement, je suis épaté en tout cas. Sincèrement, je ne croyais pas qu'on pouvait avoir des débats à cette hauteur. Nous sommes de C'était- la Moukasse. Oui. À la Moukasse, c'est ça. Ah, là, Même à l'UDPS, je suis de l'UDPS. hein. Lui, il fait vraiment la C'est juste particularité. que vous Très bien, connaissez très bien. une mauvaise face de l'UDPS. Très bien. On C'est- ne va pas c'est revenir juste après ça, le débat. Tout ce que je vous dis, sincèrement, j'ai rencontré des communicateurs de la Mouka, ils ne m'ont pas donné envie de les écouter. Mais franchement, là, j'ai eu du mal à vous interrompre. Parce que vous étiez logique, correct dans ce que vous dites. Merci. Et vous aussi, M. Kabasele, sincèrement, Merci les communicateurs de l'Union sacrée, ça ne donne pas envie d'écouter. Mais là, je vous ai entendu, rigoureux, très bien, mais c'est vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié en tout cas. Merci beaucoup. Et que dire d'Edmond Izouba, c'est ma fierté, c'est notre fierté de la plume. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Mesdames et messieurs, on vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.